avec David Lévy, qui est membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux, avec Judith Alembach et Nelly Bertrand, qui sont présidentes et secrétaires générales du syndicat de la magistrature, et Céline Roux, qui est adjointe à la défenseure des droits en charge du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Et je vais peut-être commencer par vous, Madame Roux, sur les constats de la défenseure des droits, parce que bien sûr les chiffres qu'on a utilisés, les rapports qu'on a utilisés pour fonder, pour nourrir nos travaux sur cette proposition de loi, c'est beaucoup grâce au travail du défenseur des droits. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Donc, Céline Roux, je suis adjointe de la défenseure des droits et aussi magistrate judiciaire. Merci de votre invitation et merci à tous les intervenants de ce matin qui ont tenu des propos vraiment passionnants. Juste 2 mots avant de commencer sur la légitimité du défenseur des droits pour se saisir de ces questions de déontologie des professions de sécurité. À quel titre le défenseur des droits en parle-t-il ? Eh bien, le défenseur des droits, au terme de la Constitution et de la loi organique qui définit les missions du défenseur des droits, est le seul contrôle externe et indépendant des professions de sécurité. Si bien qu'il a la même légitimité que les inspections générales de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour intervenir sur ces sujets. Sauf que le défenseur des droits, il est externe, autonome et indépendant. Il exerce son contrôle de manière totalement autonome par rapport à celui des administrations. C'est dans ce cadre-là qu'il a mené depuis des années un très gros travail sur la question des contrôles d'identité discriminatoire, dont beaucoup de ses travaux ont été cités ce matin, et je remercie les intervenants à cet égard. Je crois que donc la loi organique qui définit le défenseur des droits, elle lui donne beaucoup d'outils très utiles, et je crois franchement que sur le sujet des contrôles d'identité discriminatoire, on les a tous mobilisés pour parvenir à un constat et qui fait l'objet d'un relatif consensus, je vais essayer de l'expliquer, et à des propositions qui sont très opérationnelles et pour certaines de nature législative. Donc merci à cet égard pour la proposition de loi que vous portez, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. Les outils et les travaux du défenseur des droits, je vais en faire un bref récapitulatif, mais vous en avez entendu parler ce matin par tous les intervenants à différents égards. D'abord, on a produit beaucoup d'observations en justice. Le défenseur des droits, il n'est pas une partie dans les procédures, mais il peut accompagner certaines parties sur des sujets qui sont dans son champ de compétences et qui lui paraissent pouvoir avoir une importance, une pertinence particulière et un intérêt pour le débat public. Et dans ce cadre, le défenseur des droits est intervenu devant la Cour de cassation en 2016, dans le cadre d'une procédure qui a été citée par Slim Benachour ce matin, au terme de laquelle la Cour de cassation a jugé que les contrôles d'identité discriminatoire constituaient une faute lourde, constituant une déficience caractérisée du service public de la justice, qui engageait donc une indemnisation des personnes faisant l'objet de contrôles d'identité discriminatoire. C'est des arrêts qui sont vraiment fondateurs. Donc, faute lourde, fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le Conseil d'État a également produit des observations, le défenseur des droits a également produit des observations à la demande du défenseur des droits dans le cadre de l'action de groupe qui a été aussi évoquée ce matin et qui a donné lieu à une décision d'assemblée du Conseil d'État. Donc l'assemblée du contentieux, c'est la formation la plus solennelle du Conseil d'État, et au terme de cette procédure, le Conseil d'État a estimé que la pratique des contrôles d'identité discriminatoire n'était pas susceptible de se réduire à des cas isolés, mais il a rejeté les demandes des associations qui portaient l'action de groupe, estimant qu'il s'agissait là d'une politique publique qui revenait donc en partie au moins aux législateurs. C'est assez intéressant à noter pour écarter les griefs qui sont formulés, qui ont été émis notamment en commission, sur le fait qu'une loi n'était pas nécessaire. Donc le Conseil d'État, lui, a dit non, c'est de l'office de législateur. Donc c'est un élément quand même assez important à mettre dans le débat. Récemment aussi, le défenseur des droits est intervenu devant la Cour européenne des droits de l'homme dans une procédure contre la Suisse pour des contrôles d'identité discriminatoires. La Cour européenne a estimé qu'il y avait violation des articles 8, donc sur le droit au respect de la vie privée, 13 sur le droit au recours effectif et 14 sur l'interdiction des discriminations, d'un arrêt Bail contre Suisse.
étant précisé que la Cour européenne des droits de l'homme est actuellement saisie d'une procédure contre la France pour des contrôles d'identité discriminatoires. Mais elle n'a pas encore rendu son arrêt. Donc voilà, dans le cadre des observations en justice, le défenseur des droits a accompagné toutes les procédures qui sont fondamentales, enfin, dont les décisions sont absolument fondamentales aujourd'hui et qui me permettent de dire que sur le plan juridictionnel, le sujet des contrôles d'identité discriminatoire, il est mûr. On n'a pas besoin de plus de décisions, me semble-t-il. On est tous les ordres de juridiction, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, et c'est les deux juridictions suprêmes et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on peut continuer à mener des procédures, mais c'est pas nécessaire. La maturité juridictionnelle, elle est là. Le défenseur des droits a aussi accompagné des travaux de recherche parce que c'est important d'avoir des décisions dans un cadre individuel, mais c'est aussi très important et parfois ça aide, ça soutient, ça accompagne le traitement des situations individuelles, les travaux de recherche en sociologie et en sciences politiques. Et il y a des chercheurs qui les ont portés, qui sont présents aujourd'hui dans la salle et que je remercie. On a cette étude de 2017 que plusieurs ont citée ce matin, au terme de laquelle on estime que les jeunes qui sont regardés comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances que le reste de la population de faire l'objet d'un contrôle d'identité. Cette étude de 2017, donc qui est un peu le seul chiffre qu'on a à ma connaissance en la matière, elle va être actualisée et on va publier un rapport d'actualisation à la fin du mois de juin. C'est une méthode assez originale qu'on a confiée à l'Institut Ipsos, donc c'est déclaratif, c'est-à-dire qu'on interroge des gens sur la base des mêmes questions qui avaient été posées en 2017 pour connaître leur ressenti en matière de contrôle d'identité et ceux dans la population générale. On est en train de terminer l'exploitation des résultats qui sont assez intéressants et ça fait écho à plusieurs choses qui ont été dites ce matin. Les jeunes hommes considérés comme noirs ou arabes ont plus de chances de faire l'objet d'un contrôle d'identité, c'est toujours le cas. On verra que le ratio en population générale a pu un peu bouger. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que le contrôle d'identité, il n'est pas le même pour un jeune homme qui n'est pas regardé comme noir ou arabe et un jeune homme regardé comme noir ou arabe. C'est pas les mêmes modalités de contrôle. C'est un contrôle qui dérape plus souvent, c'est un contrôle qui s'oriente ensuite sur des fouilles, sur des palpations, et c'est un contrôle où il y a plus souvent des manquements déontologiques de l'ordre du tutoiement. C'était assez intéressant le témoignage de la sénatrice ce matin qui évoquait le cas de son fils. On a parlé de contrôle annexe. Il était avec un groupe de rebeux, disait-il, pour reprendre les termes de sa mère qui était là. Et donc, il a fait l'objet d'un contrôle, mais les rebeux, eux, ils n'ont pas eu les mêmes modalités de contrôle. Un contrôle plus poussé, un contrôle plus problématique. Donc ça, c'est ce que vous verrez dans le cadre de la publication qu'on va faire au mois de juin. On a aussi contribué à un rapport qui est assez intéressant et qu'il faut vraiment mentionner, je pense, d'une administration, de l'inspection générale de la police nationale. Alors, il a été signé exclusivement par l'ancienne chef de l'inspection générale de la police nationale, mais il émanait d'un travail un peu collectif avec des avocats, des syndicats d'avocats, des syndicats de magistrats, du défenseur des droits. C'est le rapport du CEDPN, c'était cet organe ad hoc qui avait été créé, qui a été publié après de longs mois d'attente et dont les propositions rejoignent celles de votre proposition de loi, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. Il est très intéressant et il montre que donc il peut y avoir un consensus, y compris auprès des administrations. Il y a l'étude d'EPOP dont Sébastien Rocher, qui est l'auteur, a parlé ce matin, avec ce chiffre très intéressant. Près de 40% des policiers et des gendarmes estiment que les contrôles d'identité ne sont pas efficaces. Donc, ce qui questionne quand même la finalité de cette pratique policière. Et si on s'interroge sur la finalité, ça laisse penser que dans la pratique des contrôles d'identité, il va quand même y avoir quelques problèmes parce que si les personnes qui pratiquent ces contrôles ne savent pas pourquoi elles les contrôlent, elles vont avoir des difficultés à choisir la personne qu'elles vont contrôler, par exemple, je pense. Donc, la question de la finalité, il faut quand même l'avoir en tête. Et puis, dernièrement, on a publié un rapport en déontologie de la sécurité qui a été rédigé par des chercheuses de Sciences Po. Amende, éviction, contrôle, la gestion des indésirables de l'espace public par la police parisienne. C'est intéressant de le mentionner. On est plus sur la question, la problématique de la verbalisation, la multiverbalisation. Mais néanmoins, ce rapport, il montre bien, et c'est ce que Slim Benachour a appelé ce matin le package. C'est-à-dire qu'il y a le contrôle d'identité et puis après, il y a la question de la verbalisation vers laquelle on glisse de plus en plus et sur laquelle on formule vraiment
nos préoccupations les plus vives avec des situations qui sont dramatiques pour certains jeunes et certaines familles, et une éviction non pas simplement de l'espace public, ce qui est la finalité évoquée, écarter un peu le groupe de jeunes du lieu dans lequel ils se trouvent, mais qui conduit à une éviction de ces jeunes de la cité, c'est-à-dire à une éviction de l'emploi formel parce qu'ils sont trop endettés pour pouvoir prendre un emploi dont le salaire, la rémunération serait ponctionnée à hauteur de plus de la moitié pour le remboursement de ces verbalisations qui s'élèvent, comme ça a été rappelé, notamment par une représentante de la LDH, à des sommes de près de 30 000 € pour certains jeunes. Et puis le défenseur des droits, pour en terminer là sur la mobilisation des outils, a utilisé pour la première fois sur le sujet des contrôles d'identité discriminatoires sa faculté de saisir le premier président de la Cour des comptes d'une demande d'étude. Et cette étude, elle a été évoquée ce matin à plusieurs reprises, puisque c'est la seule qui permet de donner une estimation, et pas un chiffre réel et établi, c'est la Cour des comptes qui le dit elle-même, une estimation du nombre de contrôles d'identité, donc 47 millions de contrôles d'identité, et 32 millions si on enlève les contrôles routiers sur un an, ce qui fait, d'après la Cour des comptes, 9 contrôles d'identité par patrouille et par jour. Donc c'est une estimation, un nombre qui est absolument massif, auquel on ne s'attendait pas dans l'institution du défenseur des droits. On était plutôt parti sur une dizaine de millions. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Et ce que dit la Cour, non seulement c'est massif, donc c'est vraiment une pratique policière du quotidien, mais c'est très mal mesuré. Le cadre juridique est trop complexe, l'article 78.2, et c'est insuffisamment encadré sur le terrain, insuffisamment encadré par les inspections, insuffisamment encadré par les parquets. Donc il y a une sorte d'angle mort sur la pratique des contrôles d'identité, un champ d'appréciation, une possibilité d'action qui est trop vaste pour les agents sur le terrain et qui laisse une possibilité d'arbitraire très importante. Donc les recommandations sur la base de tous ces travaux, donc qui me semblent conduire vraiment au constat d'une maturité du sujet des contrôles d'identité. Voici quelles sont les recommandations qui sont portées par le défenseur des droits et qui rejoignent très largement celles de la proposition de loi autour de laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Ces recommandations, elles visent à mieux tracer les contrôles d'identité, à mieux les motiver en les expliquant à la personne qui est contrôlée et à mieux les évaluer. C'est donc un objectif de transparence qui nous anime. C'est vraiment le maître mot en la matière. Et les recommandations, elles sont les suivantes. Je les décline très rapidement. D'abord, interdire explicitement les contrôles d'identité qui sont fondés sur un motif de discrimination dans l'article 78.2 du Code de procédure pénale. Alors, j'ai bien entendu que beaucoup de voix s'élèvent pour dire mais c'est purement symbolique. Les discriminations, elles sont déjà interdites par ailleurs dans la loi. Dans le Code de déontologie, donc au niveau réglementaire, il y a une interdiction des contrôles d'identité discriminatoires. Mais j'ai aussi entendu Slim Benachour ce matin dire que devant la Cour de cassation, en 2016, la défense de l'État, c'était non, mais l'interdiction des discriminations, elle n'est pas applicable. C'est le cadre de 78.2, rien que le cadre de 78.2. Donc à cet égard, ne serait-ce que pour ça, c'est important de rappeler que les contrôles d'identité sont discriminatoires. Chaque sujet ne se vaut pas et chaque sujet a une histoire dans le débat public. Et c'est important pour le sujet contrôle d'identité de rappeler dans ce cadre-là précisément l'interdiction des discriminations. Ce qu'on demande aussi, c'est un dispositif de traçabilité des contrôles d'identité par une modalité d'enregistrement des contrôles, selon des modalités à définir par le législateur, par des grands conseils d'État à voir, mais en tout cas un enregistrement qui va permettre quoi ? L'évaluation, le suivi, l'évaluation globale de la pratique des contrôles d'identité, mais aussi à la personne contrôlée de pouvoir exercer un recours, c'est-à-dire d'avoir la trace, la preuve de l'existence de ce contrôle d'identité, pour qu'ensuite une autorité juridictionnelle éventuellement puisse dire si ce contrôle il s'est déroulé de la bonne manière ou s'il était discriminatoire. On demande aussi l'enregistrement audiovisuel systématique des contrôles d'identité par l'activation des caméras piétons. Sur le sujet des caméras piétons, on relève d'une manière générale au sein du défenseur des droits vraiment une lacune, c'est-à-dire que dans les saisines individuelles qui nous sont transmises, on a presque jamais d'images issues des caméras piétons. Soit elle n'a pas été activée, il n'y avait plus de batterie. Enfin, pour l'instant, à ce stade, les caméras piétons, c'est pas un outil suffisamment utilisé
alors que dans le cadre de nos échanges avec les administrations, on sent vraiment un consensus avec le ministère de l'Intérieur, avec les inspections IGPN, IGGN, pour dire que les caméras piétons sont un outil important et pertinent à la fois pour la population, pour les concitoyens, les usagers de la police, mais aussi pour les policiers et les gendarmes eux-mêmes, parce que c'est un moyen de vérifier que leur action est juste régulière. Donc ça, c'est important pour nous. Et enfin, ça, je pense que ça relève pas de la loi, mais plutôt des cadres et des process, le fait d'énoncer à la personne les motifs du contrôle. Pourquoi vous avez été contrôlé? Pourquoi c'est vous et pas telle autre personne? Ça, je pense que c'est vraiment très important pour les concitoyens, pour la transparence de l'action policière. Une petite illustration, on a rendu une décision en 2024 aux défenseurs des droits à la suite d'une réclamation individuelle qui concerne un ressortissant américain qui était chercheur, je crois, qui était en France, je crois dans un cadre professionnel, mais peu importe, dans une gare parisienne, et qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Il se trouve que cette personne était noire. Et donc, il demande aux agents de police, et il était le seul à être contrôlé dans la zone. Et il demande aux agents de police, pourquoi vous me contrôlez? Et en toute bonne foi, les policiers lui disent, regardez, on a des réquisitions du procureur de la République, ce qui était le cas, et c'est un fondement légal, ils avaient des réquisitions qui étaient applicables. Mais cette personne dit, oui, mais pourquoi moi? Vous avez des réquisitions pour contrôler toute la gare, entre 14h et 18h, et pourquoi moi? Et ça, les policiers n'ont pas été en mesure de lui répondre. Nous, dans le cadre de la réclamation individuelle, on n'a pas été en mesure non plus d'établir une discrimination. C'est difficile et on n'a pas pu le faire. On a eu toutes les personnes qui avaient été contrôlées à ce moment-là grâce à la consultation du FPR, mais on n'a pas pu établir la discrimination. Mais ça nous a donné l'occasion de rappeler qu'il était vraiment très important d'expliquer aux personnes les motifs du contrôle. Ne serait-ce que pour restaurer la confiance entre la police et la population, ce qui est quand même très important dans une démocratie. Donc sur le fond, ces propositions qu'on porte, elles modifient pas substantiellement le cadre juridique. On taxe souvent le défenseur des droits d'être un organe militant, révolutionnaire. Non, on porte même pas de propositions pour changer les fondements légaux, pour les réduire, ni même pour supprimer les contrôles administratifs, ce qui est une vraie question. On porte même pas ça. On dit juste, il faut de la transparence, il faut des garanties, il faut de la traçabilité. C'est tout ce qu'on dit à ce stade. Voilà. Et je pense que c'est pas une mesure de défiance à l'égard de l'institution policière. Ce reproche est souvent formulé, puisque vous voulez réformer les pratiques policières, c'est que vous n'avez pas confiance en la police, c'est le signal qui est envoyé à la police. Non, pas du tout. Voilà, les actions policières, c'est une politique publique comme une autre, et comme toute politique publique, il faut qu'elle soit transparente et qu'on puisse rendre des comptes. La Cour des comptes, donc, relève cette espèce d'angle mort, et cet angle mort donne la possibilité de l'arbitraire, et surtout c'est là où il y a la possibilité du systémique. Le systémique, il est là non pas parce que tous les policiers sont racistes, loin de là, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais dès lors que la pratique est insuffisamment encadrée, il y a potentiellement une pratique de discrimination systémique. C'est là où il est. Ce matin, la question donc c'est là, dans cet angle mort, qu'il y a une trappe à discrimination, et c'est les mesures qu'on porte et qui rejoignent celles de la proposition de loi, c'est de réduire cet espace d'angle mort par plus d'encadrement pour réduire cette trappe à discrimination potentielle. Je voulais, rebondir aussi sur le rapport de la commission des lois à la suite de l'examen de la proposition de loi en commission, sur la question du non-recours. Parce qu'il est souvent dit, il n'y a pas de réclamation, donc il n'y a pas de sujet. Non. Et alors ça, on l'a très bien vu, et je vous remercie pour l'organisation du colloque ce matin, avec la première intervention de Madame la professeure et son élève. Merci beaucoup à vous. On a vu à quel point il était difficile de pouvoir mobiliser les gens, les acteurs, pour aboutir à une décision de justice. Enfin là, dans ce cas précis, il faut quand même une professeure dans le cadre d'une sortie scolaire, qui est témoin, qui est engagé, qui mobilise son réseau, qui tombe sur un avocat spécialisé, qui accepte d'intervenir gratuitement
pour qu'on puisse avoir une décision. Et on le voit très bien dans les acteurs qui sont présents aujourd'hui et qui sont un peu toujours les mêmes. Enfin, on se retrouve et c'est très agréable et on porte vraiment le sujet à bout de bras, mais on le voit, c'est des acteurs engagés, militants, extrêmement formés. Et il faut ça, en fait, pour les contrôles d'identité, parce que monsieur et madame tout le monde, ils vont se faire contrôler et ils vont rien faire après. C'est extrêmement coûteux d'engager toutes ces démarches. C'est pour ça qu'il y a quand même un biais et c'est pas pertinent de dire il y a peu de réclamations, donc il n'y a pas de sujet. C'est pas vrai sur cette question-là et sur les discriminations d'une manière générale. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous invite à regarder le rapport annuel du Défenseur des droits qui porte sur la question des discriminations de manière plus générale et qui montre qu'on a beaucoup d'indicateurs pour dire que les discriminations, elles sont en augmentation dans la société et nous, nos réclamations, elles sont plutôt en diminution. Donc, il y a quand même vraiment un sujet et il n'y a pas de corrélation entre le nombre de réclamations et la gravité, l'intensité d'un phénomène discriminatoire surtout. Voilà, sur le... donc, voilà, pour conclure, on a un sujet qui est mûr, mais on achoppe sur l'absence de volonté politique. Et on le voit bien, tout le monde se renvoie la balle. Le Conseil d'État a dit c'est au législateur d'intervenir. En commission, on nous dit bah non, c'est pas du domaine du législateur, la loi n'est pas nécessaire. Il faut vraiment, il y a une forme de déni, il y a une forme d'opacité sur cette question, une forme de déni collectif. Il faut vraiment pouvoir avancer et voilà où nous en sommes. Et merci à vous. Merci beaucoup, Céline Roux. David Lévy, je vais me tourner vers vous. Pour nous donner votre vision depuis le Conseil national des barreaux sur cette problématique générale de la pratique du contrôle d'identité et peut-être un peu plus spécifiquement sur la proposition de loi. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Je suis David Lévy, je suis avocat au barreau de Paris et vous m'avez invité avec Monsieur le sénateur à parler aujourd'hui, non pas en mon nom, mais au nom du Conseil national des barreaux. Un mot de précision pour que vous voyez, entre guillemets, d'où je parle, comme on dit dans les colloques. Le Conseil national des barreaux est l'institution créée par la loi, il y a maintenant 35 ans, pour représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics en France et à l'étranger. Et au titre de sa mission, le Conseil national des barreaux intervient sur toutes les questions qui touchent au droit, au singulier et au droit au pluriel et au droit des citoyens. Et le point qui est en discussion aujourd'hui dans le cadre de votre colloque, de votre journée, est un point sur lequel le Conseil national des barreaux a exprimé un très grand nombre de convergences avec votre proposition de loi, avec les idées que vous avez développées, et qui soulèvent aussi et qui rétrospectivement pour nous viennent souligner l'importance du texte tel qu'il a été rappelé par Madame Roux il y a quelques instants. Point de convergence, nous nous intéressons au Conseil national des barreaux et notamment à la commission Liberté et Droits de l'Homme, qui est la commission qui s'occupe des affaires pénales et au sein de laquelle je siège depuis pas mal d'années maintenant. On s'est intéressé à la problématique des contrôles d'identité à travers justement la nécessité de rétablir le lien de confiance dans notre société entre la population et la police. Et nous l'avons fait à 2 reprises en 5 ans, au cours des 5 dernières années. Il n'est pas rare qu'on revienne à une fréquence aussi rapprochée sur des thèmes qui pour nous sont importants, et celui-ci l'est. C'est pour ça qu'on s'est prononcé en 5 ans, à 2 reprises, pardon. La première fois, c'était en juillet 2020, où nous avons pris une motion sur la modification de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, avec une idée centrale que nous avions exprimée dans cette motion, qui était « Il est nécessaire d'instaurer un récépissé lors d'un contrôle d'identité. Un récépissé doit être heureux. » Et nous avons creusé ces idées-là et nous les avons reprises et développées dans un rapport qui a été adopté le 13 octobre 2023, il y a maintenant à peu près donc 18 mois, rapport intitulé « Police-population, les recommandations de la profession d'avocat pour restaurer le lien de confiance ». Et nous avons développé 8 recommandations.
Mais pour ces recommandations-là et pour notre réflexion, nous avons tenu compte d'un certain nombre d'éléments qui nous ont permis d'arrêter notre réflexion et nos propositions. Le premier élément, et nous sommes partis de la seule juridiction que Madame Roux n'a pas citée tout à l'heure, le Conseil constitutionnel. Nous sommes partis de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et nous avons évidemment repris un grand classique de la jurisprudence du Conseil qui nous dit, dans la matière du contrôle d'identité, il l'a dit dans sa décision d'août 1993, il l'a dit à plusieurs reprises, dans ces matières-là, dans les matières répressives, il y a toujours la tension entre deux choses, deux principes très simples. D'une part, l'objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et l'acte d'un contrôle d'identité rentre dans cette catégorie-là. Mais le Conseil ajoute, vous devez l'équilibrer, et à l'intention du législateur, il ajoute ça, vous devez l'équilibrer et le concilier, cet objectif, avec l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Et dans le cas présent, contrôle d'identité, ça va être quoi? Ça va être la liberté d'aller et de venir, la liberté de circulation, ça va être la liberté de manifester, ça va être les principes d'égalité, de non-discrimination, et Madame Roux les a parfaitement développés il y a quelques instants, mais aussi post-contrôle, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Qui là, dès lors que, c'est ce que nous mettions en avant, et c'est un des arguments que nous avons mis en avant pour promouvoir l'idée d'un récépissé, à partir du moment où il n'y a pas de trace et il n'y a rien qui vient acter le contrôle et la manière dont il s'est déroulé, qu'est-ce qu'on peut avoir comme recours derrière et quelles sont les possibilités qui nous sont ouvertes? Elles sont, de ce point de vue-là, assez minces. Deuxième chose dont nous avons tenu compte, c'est, et je ne vais rien dire ici qui soit très très original, c'est la prise en compte de l'importance des biais de perception ou de représentation des personnes contrôlées par ceux qui les contrôlent, et donc toujours les mêmes problématiques, origine sociale, appartenance à un groupe, origine réelle ou supposée, couleur de la peau, ce qui est en lien avec un troisième élément qui a été abondamment cité, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas m'étendre, l'ensemble des études qui ont été menées sur cette question et qui, en réalité, de notre point de vue d'avocat, mettaient parfaitement en lumière l'efficacité de cette pratique, tout en reconnaissant que le contrôle d'identité, c'est pas un acte qui soit non plus toujours très facile à mener. Et enfin, dernier point, j'ai commencé par le Conseil constitutionnel, j'ai fini par la Cour de cassation et le Conseil d'État. Je ne reviendrai pas sur les deux arrêts importants de 2016 et 2023 que vous avez cités, que tout le monde évidemment connaît. Dans cette perspective-là, nous avons aussi intégré un certain nombre d'idées, et notamment celle qui, pour nous, est importante et qui tient à la nécessité de former les policiers à l'acte qu'ils vont mettre en œuvre, le contrôle d'identité, et les former dans une perspective pratique, mais dans une perspective sociologique. C'est donc là, on revient aux études qui ont été élaborées, publiées, et qui, de ce point de vue-là, sont particulièrement pertinentes. Notre réflexion a aussi intégré le fait que, et votre proposition de loi, Madame et Monsieur le Sénateur, sont particulièrement bienvenus, il faut totalement modifier les textes qui encadrent la mesure, et de ce point de vue-là, nous on a fait un triple constat dont deux points de ce triple constat sont inhérents à la nature juridique. Là, je resserre un peu le propos, à la nature juridique même de l'acte de contrôler l'identité de quelqu'un dans l'espace public. La première idée, c'est le fait qu'il y a une absence totale de motivation et d'explication des raisons pour lesquelles l'identité est contrôlée. Et de ce point de vue-là, nous pensons, c'est probablement la seule divergence que j'ai avec Madame Roux, nous pensons que ça doit être inscrit dans la loi.
L'obligation de motivation, c'est quelque chose qui est inhérent à tout acte juridique, quel qu'il soit, et de ce point de vue-là, ça relève de la compétence du législateur, et à notre sens, il faut que ça figure impérativement dans la loi. C'est aussi ce que dit Christian Vigourou au Conseil d'État dans un rapport qu'il a publié, quand il préconise que les policiers vont préciser oralement les motifs de contrôle d'identité pour en améliorer évidemment l'appréhension, la compréhension par la personne qui en est l'objet et le sujet, et donc améliorer son acceptabilité, et donc également toujours appeler les policiers à la vigilance sur la légalité de leur action, puisque et c'est ça qui est pour nous important, c'est l'encadrement par la loi de l'action des forces de l'ordre. Et donc de ce point de vue-là, on pense que le premier point est celui de la motivation. Deuxième point juridique, c'est la traçabilité de l'acte de contrôle d'identité. Dans le droit positif, on n'a pas de traçabilité actuellement. On ne sait pas, il n'y a pas de traçabilité, sauf, je dirais, ex post. C'est-à-dire, dans deux cas, quand le contrôle d'identité a pour conséquence des poursuites et une procédure juridictionnelle pour outrage et rébellion, d'une part, et d'autre part, quand il y a refus de contrôle d'identité et la mise en œuvre, donc, des dispositions de l'article 78-3 du Code de procédure pénale. Mais en dehors de ces deux cas, et ce sont deux cas qui ne sont que des conséquences, en dehors de ces deux cas, il n'y a pas de trace à proprement parler, donc de trace écrite du contrôle d'identité, et ce qui empêche évidemment tout contrôle. Et là, je peux renvoyer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui indique que la population a le droit d'avoir un regard et un contrôle sur l'exercice de la force publique. Et donc, ça en fait, de ce point de vue, la partie, et ça a des conséquences, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, notamment sur le droit à un recours juridictionnel effectif, prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, garanti par l'article 16 de la DDHC, mais aussi par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et troisième constat, mais qui est moins juridique, mais plus sociologique, et qui ressort aussi des études qui ont été menées, c'est que nous avons mené des auditions en 2023, et nous avons annexé au rapport adopté en octobre 2023 des résumés, des synthèses de toutes les auditions auxquelles nous avons procédé. Et ce qui ressortait notamment de ces auditions, de personnalités du monde judiciaire et policier, c'est le caractère humiliant d'une pratique systématisée de contrôle d'identité, mais pas seulement ça, et son manque d'efficacité d'un point de vue répressif, ce qui vient questionner la pertinence et la justification de la mesure, et ce qui nous renvoie, là encore, à la problématique donc de la motivation. Nous avons donc, et c'est le troisième temps de mon intervention devant vous, nous avons proposé un certain nombre d'idées qui rejoignent ce qui figure dans votre proposition de loi, Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur, avec pour nous une mesure phare qui est celle du récépissé de contrôle d'identité remis par des policiers lors de chaque contrôle, avec l'idée aussi la nécessaire motivation, et nous on va au-delà de ce qui est prévu dans le 78-2 du Code de procédure pénale, puisque aujourd'hui on nous dit toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner. Un vocabulaire très connu qui valait pour la garde à vue à un moment donné, les textes ont changé. Mais l'idée, c'est que pour nous, il faut ajouter un critère d'individualisation de la mesure. Vous avez pris l'exemple, Madame Roux tout à l'heure, de cet Américain dans la gare. Pourquoi moi ? Nous, on a une autorisation générale. Oui, mais pourquoi moi dans le cadre de l'autorisation générale? Donc, nous, notre réponse, c'est la réponse au pourquoi moi. Et la réponse, c'est de prévoir dans le texte que doivent être avancées, exposées, motivées des raisons objectives et individualisées. Pas seulement l'autorisation globale donnée par le président de la République, pas de difficulté là-dessus. Mais nous, ce que l'on souhaite à un moment donné, c'est l'individualisation, la précision et donc la motivation.
nous avons un certain nombre de recommandations. On en a 8. C'est les recommandations 10 à 7, pardon. Les recommandations 10 à 16 de notre rapport d'octobre 2023. Je vais pas les détailler toutes complètement. Je vais, pour terminer, venir sur le texte de votre proposition de loi. Je dirais simplement que nous avons une convergence évidente avec votre texte et nous sommes évidemment sur la même ligne que vous. La même ligne sur l'équilibre que vous recherchez entre la nécessité de rétablir la confiance et permettre aux policiers d'exercer leurs fonctions en toute transparence et dans un cadre qui à la fois sécurise le policier mais aussi le citoyen, la personne qui est objet et sujet de la mesure. On est évidemment OK avec l'idée de motivation du contrôle pour exclure toute discrimination. On est évidemment OK pour l'idée que il faille préciser et encadrer un peu plus la nature et les modalités de réquisition écrite par le procureur de la République. Évidemment d'accord avec le dispositif d'enregistrement et de traçabilité du contrôle, avec un certain nombre de mentions obligatoires pour pouvoir tracer. Et là, je vais rejoindre les 3 idées qui ont été évoquées par Madame Roux, c'est-à-dire, c'est la synthèse de ce que nous avons dit tous les deux, 3 verbes très simples: motiver, tracer, pour mieux évaluer. C'est 3 idées, 3 termes extrêmement simples. Pour terminer, on a regardé un certain nombre d'amendements qui ont été déposés. Et je ne vous cache pas, le mot n'est pas fort, mais le mot est ce qu'il est, une certaine incompréhension, pour ne pas dire irritation, à la lecture de certains amendements de suppression, qui en réalité visent à vider totalement de sens et de portée votre texte, et donc pour nous c'est pas acceptable. Et c'est totalement contraire et frontalement contraire à ce que la profession d'avocat recommande, préconise et à ce que nous avons adopté dans le cadre de nos assemblées générales. Et donc il est certain que l'amendement de suppression sur l'article 2, l'amendement de suppression notamment sur l'article 3 avec la remise de l'attestation qu'il faudrait plus avoir, nous est totalement contraire à ce qu'on préconise. Et de ce point de vue-là, nous on est prêt à soutenir évidemment s'il le faut votre proposition sur ces textes-là. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible et d'être le plus clair possible, la position de la profession d'avocat par la voix de l'instance qui la représente nationalement auprès du pouvoir public. Merci beaucoup. Après les avocats, les magistrats, alors, je ne sais pas dans quel sens Nelly Bertrand et Judith Allenbach souhaitent parler. Nelly Bertrand, vous cédez la parole. Bonjour, merci pour cette invitation. On est ravis que des parlementaires s'intéressent à la question des contrôles d'identité. Donc nous, on s'exprime en tant que syndicat représentatif de magistrats, et même si on est toutes les deux magistrates par ailleurs. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a d'un côté, je vais pas le redire, le constat des recommandations qui s'accumulent de la part du défenseur des droits, des décisions de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du Conseil constitutionnel, pour ne pas en oublier. S'agissant des contrôles d'identité, et notamment de la question des contrôles d'identité discriminatoires, et d'un autre côté, on a des lois qui s'accumulent non pas pour encadrer ces contrôles d'identité, mais plutôt pour favoriser les contrôles discriminatoires. Et je pense par exemple aux lois qui multiplient les cadres légaux possibles pour faire des contrôles d'identité, et également à l'amende forfaitaire délictuelle qui enlève le contrôle de l'autorité judiciaire sur les contrôles. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut selon nous changer dans la loi? On a décidé de se concentrer sur 4 points qui intéressent de près les praticiens que sont les magistrats, et surtout dans leur rôle de contrôle de la régularité des procédures.
Et donc pour nous, 4 points qui sont fondamentaux, c'est, je le disais, la restriction des cadres légaux de contrôle d'identité, la mise en place de récépissés, ça a été dit, je vais pas beaucoup développer là-dessus, la question des amendes forfaitaires, et également un petit point sur la meilleure identification des forces de l'ordre. S'agissant d'abord des cadres légaux, et donc principalement de l'article 78-2 qui désormais fait 2 pages, je regardais ce matin, c'est donc qui réglemente les cadres légaux pour les contrôles d'identité. Il est d'autant plus important que pour nous les contrôles d'identité, c'est un point stratégique de l'action policière, parce que c'est à partir de là que débutent beaucoup de procédures, et notamment les procédures d'éloignement forcé du territoire. Et donc selon nous, les dérives passent, la limitation de ces dérives passe par la limitation du contrôle du champ des contrôles d'identité aux stricts impératifs de sécurité publique, et à savoir la prévention et la lutte contre la délinquance. Et donc la solution la plus efficace pour nous, ça serait de supprimer purement et simplement les contrôles administratifs qui servent le plus souvent de caution à l'arbitraire des services de police, de même que les contrôles d'e-Schengen, et aussi ceux qui sont effectués sur réquisition du procureur de la République. Et je vais m'attarder surtout sur ces derniers qui sont présents dans la proposition de loi, et qui sont ceux que les magistrats judiciaires voient le plus dans le cadre de leur pratique, qui prévoit que sur réquisition écrite du procureur de la République, aux fins de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans des lieux et pour une période de temps qui sont déterminés par ce magistrat. Rappelons-le, le parquet ne fait pas partie de l'autorité judiciaire au sens de la CEDH, parce qu'il n'est pas suffisamment indépendant, et donc c'est lui qui est en premier lieu censé assurer un contrôle au stade de la délivrance des réquisitions, ainsi qu'au stade de l'exécution de ces réquisitions, et ensuite un contrôle a posteriori sur les contrôles d'identité qui sont réalisés. Or, ce qu'on voit dans les retours qu'on a, c'est qu'à tous ces stades, le contrôle est défaillant. Concrètement, dès la rédaction des réquisitions, ce qui se passe dans la pratique, c'est que les réquisitions sont établies à 100% sur demande des services de police et de la gendarmerie, qui, en pratique, ne voient le parquet que comme une autorité de validation de ses choix. Et d'ailleurs, le plus souvent, les réquisitions sont envoyées pré-rédigées au procureur de la République ou au procureur de la République adjoint, qui n'a plus qu'à signer. Et donc un parquet qui veut effectuer un contrôle réel sur le choix des priorités en refusant une réquisition qui est sollicitée par les forces de l'ordre va très vite à l'incident. Donc ça, c'est sur la procédure. Et puis ensuite, sur le fond du contrôle, on a une dépêche du 6 mars 2017 qui a été adressée au parquet par le ministère, et qui reprend les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel. Et donc formellement, les exigences sont respectées en pratique, et on a un certain contrôle de cohérence évidemment qui est réalisé par les procureurs de la République sur la base des exigences du Conseil constitutionnel, de sorte que une demande qui est manifestement aberrante dans ces termes serait refusée. Mais concrètement, le procureur de la République n'a aucun outil pour contrôler la réalité d'une hausse de la criminalité dans tel ou tel secteur, la recrudescence des infractions. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de se fier aux affirmations du service qui va solliciter les réquisitions. Et donc, finalement, la proportion de refus, même si on n'a malheureusement aucun chiffre, et je doute qu'il en existe, est généralement assez faible. Et en tout cas, le constat empirique qu'on fait là-dessus dans les enquêtes pénales, c'est que les réquisitions sont en général rédigées dans des termes assez classiques, avec recherche d'infraction à la législation sur les stupéfiants, transport et détention d'armes, et donc ces réquisitions sont délivrées pour des périmètres qui sont
modérément criminogènes à l'échelle de l'agglomération, mais par contre dans des endroits à population très cosmopolite et où sont plutôt recherchés en réalité des étrangers en situation irrégulière. Et d'ailleurs, il est parfois observé par certains de nos collègues que le nombre d'infractions qui sont effectivement relevées à l'occasion des réquisitions de contrôle est globalement très faible par rapport aux infractions qui étaient recherchées. Donc l'ajout, à partir de là, on a lu bien sûr la proposition de loi et donc on s'est demandé si l'ajout de l'exigence d'une demande motivée par le préfet serait de nature à renforcer le contrôle du parquet au stade des réquisitions, et il nous semble que cette nouvelle exigence ne changerait pas fondamentalement la pratique parce que, comme on le disait, il est aisé de se conformer formellement aux exigences légales, et ça n'empêcherait pas que l'impulsion des réquisitions proviendra toujours des forces de l'ordre, et le procureur n'aura toujours pas plus les moyens de vérifier la recrudescence de la délinquance dans une zone en particulier. Oui, si tu veux. Juste pour compléter ce que dit ma collègue là-dessus, concrètement, sur l'exigence de motivation, même si on pense que c'est toujours une très bonne idée de renforcer les exigences de motivation, il faudrait aller voir ce qui se passe dans les GLTD et dans les CODAF, parce que en fait, donc c'est les groupes de lutte contre, attendez, je me souviens plus exactement contre la délinquance, et les comités opérationnels départementaux antifraude, qui sont en fait des organes dans lesquels c'est des espèces de comités de pilotage où le préfet, le procureur, les services de police judiciaire discutent de ce qui se passe sur le territoire à un moment donné et de où est-ce qu'il faut agir pour organiser la lutte contre la délinquance dans telle et telle zone d'un territoire donné. Et c'est dans ces endroits que sont décidés les périmètres sur lesquels vont être délivrées les réquisitions 78.2.1 et les services de police judiciaire parfois tentent de faire des demandes ponctuelles qui dérogent ou qui sont en dehors de ce qui a été décidé dans ces CODAF. Et là, c'est un peu à la discrétion des parquets. C'est-à-dire qu'il y a des parquets qui sont plutôt stricts et qui vont refuser de signer des demandes de réquisition qui ne sont pas passées par les CODAF, mais il y a aussi des parquets qui sont plus coulants. Et voilà, donc plus que l'exigence de motivation, il y a aussi peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là et essayer de renforcer un petit peu la procédure dans laquelle sont décidées de façon concertée les zones susceptibles de faire l'objet de réquisition 78-2-1. Je repasse la parole à ma collègue. Merci. Oui, alors, autre proposition qui est faite dans la proposition de loi, celle de la mise en place d'un rapport annuel qui mentionnerait le nombre de réquisitions qui ont été demandées et refusées. Ça permettra pas pour nous non plus de régler véritablement la difficulté, parce que les forces de l'ordre ne sont qu'officieusement en réalité demandeuses de réquisition, et donc officiellement il n'est pas souvent question d'octroi ou de refus par le procureur de la République. En revanche, pour nous, et on l'avait proposé, il serait plutôt opportun qu'apparaisse dans le rapport, en plus des infractions qui sont poursuivies, le nombre d'infractions qui sont finalement constatées par rapport aux infractions poursuivies. Pour avoir un instrument de contrôle. Donc ça, c'est par rapport au stade des réquisitions. Ensuite, contrôle inefficient également au stade de l'exécution des réquisitions, et en fait même inexistant, puisque jamais le parquet ne se déplace pour superviser une opération de contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Et donc ça a été dit, mais c'est qu'en cas d'interpellation et de constatation d'une infraction que un contrôle du parquet va véritablement se faire, et notamment dans le cadre de la mesure de garde à vue. Et encore, ça va être fait de façon très marginale, et c'est plutôt au moment des débats devant les juges que les avocats vont pouvoir relever des irrégularités à ce titre. Et ensuite, contrôle défaillant aussi a posteriori, même si c'est pour nous intéressant, important même qu'il soit systématiquement réalisé. Et d'ailleurs, ça fait partie des préconisations de la dépêche du 6 mars 2017 qui indique qu'un compte-rendu doit systématiquement être demandé par le parquet à la police qui relate le déroulement des opérations d'identité réalisées sur la base de leur réquisition.
En pratique, ce qui se passe, c'est qu'on a un contrôle un caractère qui est exclusivement formel de ces rapports qui sont très succincts avec uniquement quelques données quantitatives qui sont communiquées, par exemple le nombre de contrôles, le nombre d'infractions, le nombre d'interpellations, et surtout ces rapports, personne n'en fait rien, ils sont jamais joints aux procédures. On a un classement informatique qui est réalisé et il n'y a pas vraiment d'analyse de ces rapports qui permet un véritable contrôle pour les fois suivantes, permettre un refus éventuellement des zones qui sont proposées pour les réquisitions. Et donc, même si pour nous l'idée d'un rapport est intéressant, ça serait pas suffisant. De même qu'une exigence supplémentaire de motivation. Et en fait, là où je vous rejoins pas, même si évidemment que plus on exige une motivation, plus c'est fait par les magistrats. Mais pareil, en pratique, ce qui est fait, c'est des motivations types qui viennent s'adapter aux exigences qui sont posées par le texte. C'est ce qu'on voit toujours, et on le voit pour les motivations des jugements pénaux, etc. Et qui, en réalité, ne sont pas une vraie garantie pour les justiciables. Raison pour laquelle nous, on demande évidemment une réforme de la structure plus globale et notamment un renforcement du contrôle de l'autorité judiciaire sur l'action de la police et un renforcement de l'indépendance du parquet, mais aussi en l'état une suppression des contrôles d'identité qui sont prévus par l'article 78-2 alinéa 7. Parce que ces contrôles ne sont à notre sens pas possibles pour des raisons objectives et individualisées comme sont les exigences du premier alinéa. Un petit mot juste sur les récépissés, mais ça a été déjà beaucoup évoqué. Le syndicat de la magistrature appelle de ses vœux depuis longtemps la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité qui serait remis à la personne et donc se réjouit que ça apparaisse dans la proposition de loi pour les raisons qui ont été dites, parce qu'il s'agit d'une garantie pour la personne qui est contrôlée et aussi par le policier, que ça permettra une meilleure transparence qui a été évoquée, et également ça serait de nature à faciliter les recours, même si, encore une fois, le contrôle ne sera effectué qu'en cas de recours ou qu'en cas de saisine de l'autorité judiciaire. Donc il y aura encore là aussi un angle mort, d'où notre volonté de réduire les possibilités de contrôle. Je passe peut-être la parole à ma collègue pour les AFD et pour l'identification des policiers. Oui, simplement pour compléter ce qu'on s'est dit en préparant cette intervention, et je vous remercie à mon tour pour votre invitation, c'est que le caractère systémique des contrôles d'identité discriminatoires, alors il est loin d'être consensuel, et c'est pour ça que cette PPL est très importante, parce qu'elle permet aussi de mettre en lumière et d'avaliser ce caractère systémique, de le mettre au centre du débat. S'il y a un caractère systémique des contrôles discriminatoires, c'est aussi parce que ça répond, et c'est ce qu'on essaie de faire valoir au syndicat de la magistrature, à un écosystème, à un contexte plus large de réformes, d'usages professionnels ou institutionnels qui sont problématiques et qui permettent à ces pratiques de prospérer, voire ces dernières années qui les ont aggravées. C'est pourquoi il nous semble, mais d'après ce qu'on a compris, ça a été déjà évoqué ce matin, mais important d'ouvrir le débat, puisqu'on parle des rapports police-population et de la confiance de la population dans sa police. Il nous semble important d'ouvrir le débat sur 2 points supplémentaires, au-delà de ceux qui ont été évoqués. C'est donc la question des AFD et puis le problème de l'identification des membres des forces de l'ordre, donc avec la question du RIO.
du port du numéro de matricule. Au syndicat de la magistrature, on demande la suppression ou à défaut la réduction drastique du périmètre de la procédure des AFD, notamment en excluant les infractions qui visent plus particulièrement certaines catégories de la population, parce que on assiste depuis de nombreuses années à une extension sans fin du périmètre d'application de ces AFD. Donc, pour rappel, les amendes forfaitaires délictuelles, c'est une sanction pénale qui est prononcée sans procès, sur décision de la police au moment de la constatation des faits, sauf que, donc en gros, c'est calqué sur la procédure contraventionnelle, mais ça concerne des délits, donc des infractions dont on estime qu'elles sont en principe suffisamment graves pour relever d'un traitement judiciaire, de l'autorité judiciaire. Donc, dès la création de l'AFD en 2016, au syndicat de la magistrature, on a alerté sur les dérives possibles, parce qu'en fait, il s'agit d'un transfert de pouvoir pour certains délits qui sont, et j'y reviendrai, soigneusement choisis, où la police où la justice, pardon, est rendue non pas par un magistrat dans un tribunal, mais par un policier ou un gendarme dans la rue. C'est Aline Dayer qui a beaucoup travaillé sur la question et qui a pu établir que les AFD sont aussi, parce qu'elles ont été étendues à de plus en plus de délits depuis 2016, donc une fois en 2019 à l'usage de stupéfiants. Donc ça, l'usage de stupéfiants, c'est vraiment ce qui a permis de faire exploser le nombre d'AFD et presque de justifier d'instituer une justification au contrôle discriminatoire par cette procédure, mais la liste a encore été étendue en 2023 et je vais pas la faire parce qu'en fait quand on cherche la liste des délits susceptibles de relever de l'AFD, on a 10 pages d'articles du code pénal qui se suivent, donc ce qu'on voit avec le retour de ces quelques années de terrain, c'est que les AFD sont très majoritairement pratiquées de façon discriminatoire. Pourquoi ? Précisément parce que cette procédure s'applique dans un contexte où les pratiques policières de contrôle discriminatoire sont légion. Donc il y a vraiment un lien extrêmement étroit entre les deux, c'est-à-dire qu'on pourrait on pourrait éventuellement discuter de la validité d'une procédure d'amende forfaitaire délictuelle dans un contexte où on aurait des pratiques saines et assainies et qui s'appliquent de façon égale envers toute la population. Mais en fait, ce qu'on voit là, c'est que c'est un outil qui permet en réalité de multiverbaliser très majoritairement des jeunes hommes racisés âgés en gros entre 13 et 25 ans, qui résident dans les quartiers populaires et dont découle une sorte de... parfois, en tout cas, c'est ce qui ressort des travaux des chercheurs qui se sont intéressés à la question, parfois un véritable harcèlement où certaines personnes peuvent se voir verbaliser des dizaines, presque des dizaines, des quinzaines de fois dans la même journée et se retrouver avec une ardoise quand même assez importante. Une dette qui ne cesse de gonfler et qui ne peut jamais être remboursée. Pour juste revenir rapidement sur le problème fondamental de la procédure d'AFD, c'est que au fondement de cette procédure, il y a une atteinte à un principe fondamental qui est la séparation des autorités de poursuite et de jugement. Et là, on voit que le policier va en réalité endosser une double casquette qui est celle de constater l'infraction, de juger que cette infraction est constituée et de décider de la sanction de cette infraction, tout ça dans un laps de temps très restreint et avec extrêmement peu de recours et de capacité pour la personne sanctionnée de contester cette appréciation. Or, cette procédure, pourquoi elle a été validée par le Conseil constitutionnel ? Elle a été validée par le Conseil constitutionnel au prétexte qu'elle était sous le contrôle des procureurs de la République. Et là, on se retrouve un peu face au même problème que pour les contrôles d'identité, c'est que le procureur de la République, pour tout un tas de raisons,
notamment la pénurie de moyens dans la justice, mais pas uniquement, ne peut pas opérer ce contrôle et qu'on se retrouve avec des centaines de milliers d'AFD qui sont prononcés chaque année depuis leur extension, avec, pour tout le territoire national, un seul parquet censé contrôler ces centaines de milliers d'AFD, le parquet de Rennes. Le procureur de la République de Rennes, il a pu affecter 3 magistrats au service de contrôle des AFD. Donc on voit que c'est un contrôle totalement factice qui ne peut pas s'opérer de façon concrète et étayée, puisque en plus ces magistrats ont d'autres attributions et ne font pas ça toute la journée. Donc l'autorité judiciaire, en réalité, elle n'a aucun moyen de contrôle sur ces AFD et sur des AFD qui seraient en plus délivrés en dehors du cadre des instructions du parquet. Donc voilà, c'est une espèce de blanc-seing pour énormément de dérives qui est une sorte de corollaire à la pratique des contrôles d'identité discriminatoires et qui vient aggraver les choses plutôt que de les résoudre. Parce que ce qui a été mis en avant, c'est la dédélictualisation de certaines infractions, comme si c'était du coup une mesure, un allègement de la répression sur certaines infractions, par exemple l'usage de stupéfiants, alors qu'en réalité on voit que c'est simplement un accroissement de l'arbitraire policier sur le traitement de certains délits. Donc il nous semble quand même assez important de ne pas décorréler la question des contrôles discriminatoires de la question des AFD, parce que ce sont un peu les deux faces d'une même pièce, et la situation n'a cessé de s'aggraver ces dernières années. Sur le RIO, peut-être que j'y reviendrai si on a un temps d'échange, parce que je crois que j'ai été un peu long. Donc je m'arrête là. Interroger si ça veut pas marcher, si ça veut marcher. Donc j'ai déposé un texte avec le groupe socialiste pour qu'on puisse interroger ce dispositif. Je signale aussi au passage, après cette très liberticide loi narcotrafic, que un des combats silencieux que le président de la commission d'enquête a gagné, c'est qu'on puisse exclure d'emblée les AFD, faute de quoi une autre partie de l'hémicycle ici se serait précipitée pour les systématiser. Et donc on a essayé d'étanchéifier le sujet, parce que c'est pour une partie du corps politique l'outil à tout faire. 85 nouvelles infractions lors de la dernière loi proposée par Darmanin, ça devait être des milliers d'ailleurs. Il avait abaissé le nombre pour un taux de recouvrement qui, au maximum, plafonne à 50%. Alors, si peut-être ça va donner envie à d'autres personnes de réagir, peut-être pour vous donner quelques éléments de réponse sur les questions des contrôles par réquisition et des contrôles administratifs, pour tout vous dire, et on avait eu des échanges aussi avant avec le syndicat de magistrature dans la préparation de la proposition de loi, et je sais de longue date votre demande de supprimer totalement les contrôles, et je peux vous dire qu'en fait c'était mon premier élan de supprimer complètement les contrôles administratifs et même les contrôles par réquisition, en disant qu'en fait il faut forcer la hiérarchie policière à inventer un autre outil pour la prévention et pour faire le travail de prévention et de patrouille au quotidien dans la population. Et donc mais on avait un souci qui était quand même que justement, pour que on puisse montrer que notre intention est d'être constructif, de travailler aussi avec de pas donner l'impression qu'on pose une proposition de loi qui est contre la police, et que on cherche aussi à trouver des chemins avec eux de leur propre réforme, qu'on passe par une étape qui est forcément imparfaite de collecte d'un maximum d'informations. Vous parliez tout à l'heure, Céline Roux, de la question de la transparence, le fait de forcer à ce qu'il y ait une motivation des réquisitions, que finalement ça devienne sur papier, le fait que c'est souvent la police qui demande les réquisitions, ils le font officieusement, mais qu'ils le fassent officiellement, que tout ça soit documenté, que le fait qu'ils aient à produire des rapports les responsabilise aussi,
Donc c'était une forme d'essayer d'amorcer un peu le débat là-dessus, sur le fait qu'il faut responsabiliser chacun, y compris sur les procureurs eux-mêmes quand ils approuvent les réquisitions, pouvoir mettre en face les objectifs et les résultats. Parce que quand on fait une réquisition pour dire que en fait le but c'est de lutter contre les trafics de drogue, mais qu'en fait on n'attrape que des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers qui ont rien fait, qui ont fait aucune autre infraction qui n'ont pas fait d'infraction en réalité, il faut aussi que ça se voit dans les chiffres. Voilà, donc c'était vraiment plutôt parce que on s'est dit qu'il valait mieux passer par étapes, parce que on a besoin de ces données pour aussi faire la démonstration aux policiers eux-mêmes qu'il y a un problème d'efficacité avec ces outils de contrôle, pour ensuite peut-être dans une deuxième étape pouvoir proposer de les éliminer complètement pour proposer d'autres façons de travailler. Mais donc l'idée c'était d'essayer d'avancer par étapes, mais j'entends bien vos demandes, parce que à vrai dire je partage tout à fait vos constats, et c'était mon premier instinct, c'était plutôt de supprimer totalement les contrôles. Et ça me permet, je peux rebondir, ça me permet de rebondir, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais sur la question de l'identification, du coup, des forces de l'ordre qui peuvent se livrer à des pratiques discriminatoires, parce que la question de l'identification de ces agents permettrait évidemment d'objectiver et de visibiliser ces pratiques et leur caractère systémique, mais aussi de responsabiliser une chaîne hiérarchique qui peut parfois entretenir une forme de déni, ou l'explication qu'on entend souvent, c'est que ce sont des comportements individuels, des dérives individuelles, etc. Et donc de responsabiliser cette chaîne hiérarchique aussi sur la sanction de ces manquements et l'impulsion à l'échelle de services ou de direction d'une rigueur nouvelle dans les pratiques acceptables par la profession elle-même, parce que c'est aussi là-dessus qu'il faut agir, et pour ça il y a plusieurs leviers. Il y a évidemment la lutte contre le non-recours, et renforcer les obligations sur la visibilisation du numéro de matricule, avec des sanctions, en imposant des sanctions disciplinaires, ou l'ouverture d'une enquête quand ce n'est pas respecté, ou quand un agent ne respecte pas cette obligation déontologique, c'est important. Et puis il y a aussi la question de la formation des policiers à la question des pratiques discriminatoires, où là il y a à peu près de zéro, je pense. Donc voilà. Sur la question des procureurs, en tout cas, à mon avis, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier étant l'indépendance du parquet, la réforme statutaire qui permettrait une plus grande indépendance et donc peut-être des meilleurs contrôles. Et ensuite, on en avait parlé lors de notre audition pour la proposition de loi, mais il y a la question des rapports, et peut-être que le fait de rendre les rapports publics pourrait être un levier intéressant pour forcer les procureurs à analyser les rapports qu'ils reçoivent, déjà à forcer les forces de l'ordre à transmettre des rapports aux procureurs chiffrés sur la manière dont ont été réalisés les contrôles d'identité, et ensuite à forcer les procureurs à les analyser et à en faire quelque chose qui ensuite pourrait être exploitable par un certain nombre de personnes, notamment par des sociologues. Je me permets juste de rebondir sur le numéro matricule qui a été évoqué, le RIO. Comme vous le savez, il a fait l'objet d'une décision du Conseil d'État en octobre 2023. Donc le Conseil d'État, cette fois-ci, fait injonction au ministère de l'Intérieur je voulais rebondir là-dessus. Fait injonction au ministère de l'Intérieur de renforcer l'obligation déjà existante du port du matricule, mais aussi d'élargir le matricule tel qu'il figure actuellement sur la tenue des policiers et des gendarmes. Pour l'instant, rien n'a été fait. Il y a une procédure en exécution de la décision qui a été initiée par les associations devant le Conseil d'État. Et à notre connaissance, un défenseur des droits, donc, il y avait des allers-retours entre des prototypes de tenues
avec le numéro matricule sous des formats différents, ce qui est assez intéressant. Enfin, vous imaginez la durée pour mettre en œuvre quand même une décision de justice qui est assez simple dans son exécution, la durée que ça prend et la sensibilité du sujet. C'est juste la taille d'un numéro sur une tenue. C'est dire à quel point les questions police, population, déontologie de la sécurité sont politiquement extrêmement sensibles, éruptives et clivantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a énormément de magistrats et de procureurs qui n'ont même pas connaissance de ces rapports. Quand on a interrogé nos collègues, c'est ça qui en est ressorti, c'est que les rapports sont reçus quand ils existent par le procureur ou par les procureurs adjoints, mais ne sont pas transmis à l'ensemble du parquet. Et ce qui pose aussi difficulté en termes de contrôle, puisque chaque magistrat a normalement son indépendance et son appréciation sur ces questions. C'était juste Juste très brièvement sur la question des amendes forfaitaires délictuelles à répétition, la multiverbalisation. Un colloque se tiendra à Sciences Po le 21 mai à l'initiative des chercheuses Aline Dayer et Magda Boutros sur toute la journée, qui je pense va être très intéressant, introduit par la Défenseure des droits. Je pense que les inscriptions sont encore ouvertes pour ceux que ça intéresse. Peut-être juste ajouter quelque chose sur les poursuites et le jugement pour les faux en écriture publique. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Hein. Ça, c'est passible de la cour d'assises quand c'est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Et en réalité, les procès criminels sur cette qualification sont rarissimes. On va peut-être... alors, il y a toute une série de raisons à ça. Hein. Je vais pas y revenir parce que c'est, je pense, le sujet d'un autre colloque. Mais peut-être, et d'ailleurs, il me semble qu'il va y avoir d'autres procès dans les mois qui viennent sur des systèmes alors individuels ou collectifs par des forces de l'ordre d'AFD abusives. Il va y avoir probablement une multiplication des procès sur cette thématique dans les mois qui viennent. Mais voilà, on peut s'attendre à ce que ces procès soient un peu la pointe émergée de l'iceberg, quoi. Et juste... Oui, en fait, je vous proposais que vous puissiez chacun dire un petit mot de conclusion pour qu'on la répondre et dire un mot de conclusion. Juste très rapidement là-dessus, ça ne résoudra de toute façon pas la question de pratique qui consiste à mettre 15 AFD dans la même journée à la même personne. Et c'est, enfin, voilà, c'est non mais pas, enfin, la question purement discriminatoire et n'est pas forcément épuisée par la poursuite sur le faux en écriture publique. Je sais pas si vous voulez dire les uns et les autres un petit mot de conclusion, c'est un mot à ajouter. Jérôme et Paul. Du coup, il va falloir dupliquer cette journée sur les AFD très vite. On a compris une commande implicite, l'élégance de ne pas formuler, c'est le plus avant. Paul. Moi, je vous remercie beaucoup pour l'invitation à participer à cette journée. Elle est très bien placée puisque là, vous allez tous filer en séance publique pour voir ce que donnent les débats sur ce sujet. Et bon courage à vous pour ce débat. Et moi, de mon côté, je vais continuer à travailler à l'Assemblée nationale pour essayer de prendre le ballon au vol et déposer aussi de mon côté un texte un peu dans la même veine, peut-être adapté en fonction des débats qu'il y aura eu ici, et en essayant d'aller chercher éventuellement un élément de consensus, mais il sera pas simple à trouver dans le paysage politique, notamment celui de l'Assemblée en ce moment.